bienvenue sur la table ronde du design et de la démocratie. Je m'appelle Claire Gallon, je vais animer cette table ronde qui en fait ne sera pas une table ronde tout à fait conventionnelle. L'idée, ça c'est de sortir un petit peu du schéma de la simple table ronde quand on va parler notamment de démocratie participative. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des thèmes qui n'auraient pas été évoqués, quoi que ce soit qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag WebToday. Et on va essayer de reprendre un peu ça, reformuler, reprendre vos questions et vous inciter à participer également en fin d'échange. Pour commencer, et avant de présenter nos intervenants, merci beaucoup à eux d'avoir fait le déplacement. Cette table ronde, en fait, cette non-table ronde, part d'un constat et d'une question, c'est que les outils numériques venaient avec tout un tas de promesses pour révolutionner la démocratie, pour inciter à la citoyenneté, à la participation. Et puis entre toutes ces promesses et la réalité, les faits, il y a quelques décalages. Et on va essayer de déterminer un peu pourquoi, mais également comment les designers aujourd'hui sont appelés pour inciter à déterminer de nouvelles formes de participation et l'innovation au secours finalement de la démocratie et des outils numériques. Voilà le plan pour les prochaines 60 minutes. On va commencer par Bastien Kerspern. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement ? Bonjour à tous, je m'appelle Bastien Kerspern, donc je suis designer d'interactivité et je me suis spécialisé au fil des années, au fil de mes courtes années, dans tout ce qui touche à la participation citoyenne et donc du coup à la démocratie numérique et comment le design avec ses outils de créativité peut venir répondre à ces enjeux. Bonjour, Jean-Philippe Lefebvre, je suis responsable de la mission développement de l'administration électronique au sein du département de Loire-Atlantique et je suis en charge du programme Open Data du département. En deux mots, l'Open Data au département, c'est un portail, data.loire-atlantique.fr, mutualisé avec la ville de Nantes, Nantes Métropole et la région des Pays de la Loire. 520 jeux de données aujourd'hui, dont 200 du département. Et le projet Open Data, c'est également un appel à projet permanent qui permet de soutenir des projets pour des entrepreneurs, mais aussi des associations ou des particuliers, dont Bastien d'ailleurs fait partie. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Vincent et je dirige une association qui s'appelle la 27e Région, qui est à la fois un projet, j'allais dire un peu voyou, qui travaille avec des dissidents du numérique, du design, de l'innovation sociale, mais aussi un projet un peu institutionnel, puisqu'on est rattaché à l'Association des régions de France, et notre travail consiste à essayer d'inventer de nouvelles façons de concevoir des politiques publiques, tenant compte des transformations numériques, de la façon dont les gens, les usagers, les citoyens ont changé, etc. Bien, bonjour, Benoît Ferrandon, je suis chef du service innovation au département de Loire-Atlantique et dans ce cadre, nous développons actuellement, un peu dans l'esprit de ce que fait Stéphane Vincent au niveau de la 27e région, du design des politiques publiques avec l'idée de pouvoir mieux centrer les politiques publiques départementales sur les préoccupations des usagers et sur l'usage qui en est fait. Et puis par ailleurs, j'ai été missionné sur une mission de préfiguration de ce que pourrait être un département plus participatif à l'échelle de la Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. J'allais bien vous laisser le temps de présenter votre projet. Ça sera juste après. On va faire un focus sur vos différents projets, que ce soit l'atelier des élections, l'open data et les différentes actions que vous menez au sein des différents services. J'aurais aimé commencer par déblayer un petit peu le sujet quand on parle de démocratie et d'outils numériques. Qu'est-ce que les outils numériques changent aujourd'hui vraiment à la démocratie et à la citoyenneté? Et là, il y a eu un projet intéressant. Bastien, tu pourras nous le présenter, l'atelier des élections. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'était et à quels besoins est-ce que ça répondait et en quoi ça change la citoyenneté aujourd'hui? Un projet que tu connais bien parce que tu co-animais l'atelier des élections. C'était un regroupement donc, de 3 acteurs du numérique, de démocratie numérique nantaise, donc Libertic, moi avec une structure qui s'appelle Influent, et également Tutivox avec Florian Hervéou. Et on a proposé aux citoyens en fait, de venir construire leurs outils pour les élections municipales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élections municipales, elles sont surtout traitées
par des outils qui sont créés par les partis politiques pour répondre à leurs messages politiques, et également par les médias, les journalistes qui font l'information autour de ça. Et l'idée, c'était de proposer aux citoyens, via on va dire une méthodologie du design, de co-construire les outils qui répondaient à leurs propres besoins. Donc on a créé plusieurs ateliers, ça allait du brainstorming où on imaginait plein d'outils plus ou moins fantasques qu'on pourrait utiliser dans le cadre de l'atelier des élections. Et après, on a fait une démarche en fait, de co-construction avec eux sur 2 week-ends où ils sont venus développer, ils sont venus proposer des idées, même s'ils n'avaient pas forcément de compétences techniques pour construire ces outils. Juste en quoi est-ce que ça... Je veux bien récupérer juste l'autre micro, comme ça je vais pouvoir garder la main sur celui-ci. Je ne suis pas prêteuse, merci beaucoup. Et en quoi est-ce que ça répondait justement à un besoin identifié, et éventuellement est-ce qu'il y a eu des retours aussi bien du côté des élus ou des citoyens qui ont participé sur cette approche-là? Quels ont été les résultats? Alors, ce qui était intéressant avec l'atelier des élections, c'est justement les citoyens qui identifiaient eux-mêmes leurs besoins et qui répondaient eux-mêmes en imaginant les solutions. On va dire, on ne décidait pas pour eux. Et l'important aussi, c'était dans la démarche de construction qu'ils viennent construire leurs propres outils, qu'ils prennent confiance en leur pouvoir d'action en tant que citoyen et qu'on n'a pas besoin d'être une start-up machin ou qu'on n'a pas besoin d'être un grand parti pour pouvoir construire ces outils pour décrypter les élections. Donc on avait 3 types d'outils qui sont apparus. On avait les outils pour s'informer, les outils pour s'exprimer et les outils pour s'organiser pour aller voter. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était justement un peu la façon dont ça a commencé à essaimer après. C'est-à-dire qu'on avait des outils qui étaient en open source notamment et qui ont été repris par d'autres villes, je pense notamment à Marseille, où il y a un outil qui s'appelle Moi Candidat, qui était donc un comparateur de programmes qui avait été créé par 6 citoyens nantais et qui a été repris à Marseille par d'autres citoyens pour créer aussi leur propre comparateur de programmes. Donc on avait une espèce de format d'événement et un format d'outils qui commençait à quitter juste la sphère nantaise et qui en fait répondait à on va dire, un besoin citoyen qui était plus large géographiquement. Donc on voit là que l'outil numérique permet aux citoyens de s'organiser, de gérer des événements, des interactions et de mobiliser aussi l'élu à travers l'outil. Monsieur Jean-Philippe Lefebvre, département de Loire-Atlantique, comment justement faites-vous le lien entre les nouveaux outils numériques qui incitent les administrations à aller plus loin dans l'interaction et les projets que vous mettez en place avec l'open data? Alors, effectivement, ce qu'on peut déjà souligner, c'est que l'open data a un lien fort avec l'idée de démocratie, puisque l'open data est né en 2009 dans le cadre d'un programme OpenGov mis en place par l'administration Obama, et qui notamment met en exergue effectivement la notion de transparence, mais également de collaboration et de co-construction, de participation des citoyens dans l'élaboration de politiques publiques. Donc c'est vraiment une démarche forte, en tout cas c'est un enjeu fort qu'on a identifié effectivement au sein du département, l'enjeu de transparence et de démocratie, et ça s'est traduit notamment par l'ouverture de données liées effectivement au budget notamment, liées au fonctionnement de l'institution, aux élus, aux subventions, aux associations. Donc c'est voilà, c'est un axe sur lequel effectivement on souhaitait vraiment mettre l'accent. Pour autant, on a quand même constaté que cet objectif en tout cas d'usage du numérique dans l'élaboration de politiques publiques ou de participation a été relativement faible aujourd'hui. Même si on peut souligner quand même qu'il y a eu quelques initiatives, je pense notamment au hackathon qui a été organisé par Libertic sur notamment le data journalisme, qui a permis de réexploiter des données ouvertes. Je pense après, dans un cadre plus national, à des associations comme Regard Citoyen, avec notamment l'application nosdéputés.fr qui permet de donner à voir sur l'activité parlementaire. Je pense également aux travaux qui ont été faits par l'association Décider Ensemble, qui également a réfléchi à des scénarios prospectifs utilisant des données ouvertes dans le cadre de dispositifs de concertation. Donc il y a des tentatives d'usage des données et du numérique dans le cadre de dispositifs de démocratie participative, mais ça reste encore aujourd'hui assez faible, d'où d'ailleurs notre souhait de faire travailler l'école de design de Nantes sur cette thématique. Alors ça va faire une très bonne transition, mais juste un dernier point en fait que je voulais aborder. Vous êtes en train d'organiser l'évaluation en fait de votre démarche Open Data, en sachant que c'est une première en France, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Est-ce que cette évaluation, je crois qu'elle sort en fin
fin du mois. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments justement qui évoqueraient cette participation? Alors, déjà dans la méthodologie, effectivement, nous avons décidé d'évaluer le programme Open Data du département, autant en interne qu'à l'externe, en interrogeant notamment sous forme d'atelier ou sous forme de sondage le grand public et les partenaires qui ont travaillé, ou les entrepreneurs également, qui ont réutilisé ces données publiques. Donc les premiers retours, c'est qu'effectivement, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ouverture des données publiques est encore aujourd'hui une affaire de spécialistes. Et ça reste un sujet encore largement méconnu et sous-utilisé de la part des citoyens lambda. Aujourd'hui, on a plutôt affaire effectivement à un public assez restreint et assez ciblé, ce qui nous invite d'ailleurs à inventer d'autres dispositifs qui permettraient d'élargir l'audience de cette ouverture des données. Et je reboucle encore sur le fait que l'école de design, justement, les designers peuvent nous apporter justement de la matière qui permette une appropriation plus forte de ces données. Vous avez fait un travail justement avec l'école de design sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais pour approfondir un peu le sujet et faire la transition avec justement le rôle des designers, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les projets que vous mettez en place? Parce qu'on voit bien qu'il y a donc des citoyens qui ont désormais le pouvoir de l'outil, qui ont le pouvoir de l'organisation, de l'interpellation, de l'interaction, que ça questionne les collectivités, les administrations publiques qui commencent à essayer d'avancer sur le sujet. Quel est le rôle du designer dans cette évolution? Alors, peut-être juste un préambule par rapport à ce que j'entendais. Je pense aussi qu'il faut qu'on soit, quand on traite du lien de la question de la démocratie, qui est une question complexe, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas les technologies, l'Internet n'est pas neutre par rapport à ça. Il y a plein de moments où l'Internet fout aussi le bordel dans la démocratie et n'est pas forcément producteur de plus de démocratie. Donc il ne faut pas qu'on ait une vision instrumentale en fait, de l'Internet qui va forcément produire plus de transparence, plus de démocratie, des gens plus citoyens qu'avant, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein d'autres moments qu'on constate tous les jours. Donc voilà, il ne faut pas qu'on soit trop instrumental par rapport à ça. Nous, la façon dont on envisage ces questions, c'est qu'on pense qu'il y a un travail à faire incontestablement dans rendre les gens capables, les citoyens capables de mieux interpeller la puissance publique et d'avoir une exigence de retour, etc. Il y a peut-être aussi à travailler au sein même des institutions, parce qu'on ne va pas faire là maintenant un diagnostic de l'état de la démocratie dans nos pays et dans nos nations. Mais un des premiers problèmes, c'est que c'est dans les structures elles-mêmes en fait, qu'il y a un manque de démocratie. C'est dans les collectivités, c'est dans les administrations, c'est dans la façon dont sont prises les décisions. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur la place publique que se prennent vraiment les décisions. C'est même quelquefois dans la boîte noire que sont nos structures étatiques, internationales. Regardez aujourd'hui l'impression qu'ont les gens de l'Europe. Pour eux, c'est une boîte noire. Et nous, on pense que là où il y a des progrès à faire et des services à inventer et de la transparence à créer, c'est peut-être au sein même de ces structures. Donc nous, on passe beaucoup de temps. Par exemple, on a mené une expérience, elle date de 3 ans maintenant, mais on est parti en immersion dans un conseil régional et on a regardé 3 élus. On a observé 3 élus pendant plusieurs mois. Et on a regardé comment ils utilisaient leurs outils, comment ils utilisaient leur téléphone portable, comment ils utilisaient leurs ordinateurs, comment ils se dépatouillaient avec leurs agendas partagés ou non. Et c'est en regardant leurs usages qu'on voyait s'ils avaient un usage démocratique de ça ou pas, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est clair que quand ils travaillent seuls dans leur coin, quand ils ne collaborent pas avec les autres élus, vous pouvez toujours essayer de créer un intranet entre les élus, il n'y aura pas davantage de coopération entre les élus. Et cette expérience a été vraiment très intéressante parce que, et elle nous a même aidé à repenser la façon dont on pourrait créer des systèmes d'information dans les collectivités. Parce que par exemple, quand on est arrivé, le DSI était ravi, nous disait « Ah, c'est génial, vous allez nous aider à mettre en place l'intranet des élus ». Et nous, quand on travaillait avec les élus ou leurs collaborateurs, ils nous disaient « Non, on n'a pas du tout besoin d'un intranet. En revanche, si vous pouviez nous inventer une application sur smartphone qui nous permet de… » etc. Donc, ça permettait aussi de réinterroger les vrais besoins des usagers que sont aussi les élus et les collaborateurs. Mais en gros, voilà, nous, notre point de vue, c'est surtout comment on essaye de travailler aussi dans ces boîtes noires et remettre de la démocratie là où il y en a des fois plus tellement.
Monsieur Benoît Ferrandon, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre poste exact au département de Loire-Atlantique, parce que vous avez une mission assez intéressante sur la démocratie participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, effectivement, cette mission, elle s'est adjointe à d'autres missions qui composent un peu le service que je dirige aujourd'hui, qui est plus tourné à la fois sur la connaissance du territoire, des populations, de l'observation, un peu des dynamiques territoriales. À côté de cela, comme je disais tout à l'heure, nous avons développé des approches de design des politiques publiques. Et puis, en complément, un peu en prolongation de ce qu'on peut faire, on m'a demandé de réfléchir à ce que pourrait être un département participatif. Et à entendre, que ce soit Stéphane, Jean-Philippe ou Bastien, on voit bien qu'il y a autour de cette question à la fois des technologies qui nous permettent plus facilement de nous approprier des idées, etc., un essor autour de la démocratie ouverte, mais qui en même temps, et là je rejoins Stéphane, ne doit pas oublier que la démocratie est une notion très complexe et qu'il y a des instances qui existent et qui aujourd'hui restent largement indépassables. La démocratie représentative, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de meilleur système. Et donc, nous, notre réflexion, elle amène plus à comment articuler à la fois la légitimité de l'élu, le besoin de répondre aux populations, de rendre légitimes aussi les décisions qui sont prises. Et ça, c'est vrai, effectivement, dans notre société, c'est quelque chose qui a évolué face à une défiance croissante vis-à-vis des institutions. On voit bien l'abstention qui monte dans les élections. Comment réenchanter un peu la politique, bien expliquer aussi, hein, parce que dans les démarches de participation, il y a déjà cette première dimension, expliquer comment l'élu décide et qu'est-ce qui l'amène à décider. Et puis aussi, comment on mobilise les gens, puisque c'est vrai que toutes ces technologies nous offrent potentiellement un moyen, et l'ouverture des données publiques, elle va dans le même sens, un moyen pour élargir le spectre de la démocratie. Pour autant, aujourd'hui, tout le monde ne l'utilise pas, et effectivement, on peut aussi assister à potentiellement des manipulations autour de ces outils, autour de la démocratie. Donc, la réflexion qu'on a voulu engager avec Jean-Philippe et l'école de design, c'est justement comment, d'un côté, cette ouverture des données publiques, qui peut être potentiellement un vrai facteur d'amélioration, d'approfondissement de la démocratie, de l'implication des uns et des autres, peut participer à mieux mobiliser les gens dans des dispositifs de démocratie participative qui, aujourd'hui, malheureusement, touchent une population relativement faible. Hein. Lorsque l'on regarde les expériences en France ou à l'étranger, par exemple, à l'étranger, on cite souvent la question des budgets participatifs à Porto Alegre, qui est vu souvent comme l'optimum de la participation citoyenne, avec des budgets participatifs, etc. Au bout de 20 ans, on se rend compte que les personnes qui ont réellement participé à la construction de ces budgets participatifs, ça concerne à peu près 2% de la population. Donc ça fait beaucoup relativiser. Donc nous, l'enjeu et la question qui se pose pour nous concrètement, c'est au regard des politiques que le département mène, qui touchent le quotidien des habitants, donc leur vie concrète, et qui donc potentiellement peut les amener à s'impliquer dans le processus de décision, en tout cas de co-construction de la politique publique. Comment effectivement s'assurer qu'ils participent réellement et qu'il y ait une vraie plus-value dans l'échange entre les élus et la population, sachant que, in fine, et ça je pense que c'est important aussi quand on parle de participation citoyenne, de le poser dès le départ, in fine, la décision, elle appartiendra toujours à un moment à celui qui est le plus légitime pour cela. Et dans notre système actuel, la démocratie représentative, et donc l'élu par le suffrage universel, reste le plus légitime. Donc on voit, ça questionne les élus, les outils aussi, ça questionne les collectivités. J'ai demandé aux étudiants de l'école de design de bien vouloir entrer sur scène pour une petite présentation qui a été faite. Pendant que je vous laisse mettre la vidéo en place, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous pouvez revenir sur justement les projets que vous avez menés avec les designers au sein du projet Open Data et ce sur quoi ça a résulté ? Oui, donc effectivement, dès 2011, nous avons noué un partenariat avec l'école de design pour mettre en relief un peu les usages qui pouvaient être faits des données ouvertes du département. Et donc un programme qui s'appelle Territoire connecté a été noué donc sur 3 ans. La première année a été consacrée plutôt à un dispositif de data visualisation qui permettait de donner à voir sur les données qu'on ouvrait. La deuxième année a été consacrée plutôt à, on va dire, du design de services appliqué au tourisme, qui permettait de donner à voir également sur des services numériques qui exploitaient des données ouvertes.
en matière de tourisme. Et puis donc cette dernière année a été consacrée au dispositif, enfin, à l'usage des données dans le cadre de design de services appliqués à la démocratie participative. Voilà, donc c'est une manière pour nous aussi de boucler la boucle sur les enjeux qu'on avait identifiés sur l'open data. Et donc, les étudiants ont travaillé effectivement d'arrache-pied sur ce sujet qui n'est pas simple. Effectivement, comme le disait Benoît, c'est un sujet complexe, qui n'est pas facile à appréhender, qui soulève beaucoup de questions, qui nécessite aussi beaucoup de connaissances finalement sur le fonctionnement des institutions. On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment sur ce fonctionnement. Et voilà, donc c'est vrai que l'apport des designers par rapport à ça, c'est effectivement de faire le pont, le lien entre les citoyens usagers qui n'ont pas forcément idée de comment exploiter les données et les développeurs qui vont, eux, imaginer des dispositifs innovants numériques. Et donc les designers sont là pour justement essayer de faire le lien entre les besoins, les attentes qui pourraient s'exprimer de la part de la population, mais qui ne se formalisent pas forcément, et puis les entreprises ou les personnes en capacité finalement de pouvoir développer après des services numériques. Donc voici l'un des services qui a été développé dans ce cadre. Bonjour à tous. Alors voilà, donc nous sommes 3 étudiants de l'école de design de Nantes Atlantique, Dan, Vincent et moi-même Robin. Et donc nous vous avons présenté notre concept de service, Open Democracy Lab. C'est donc un laboratoire démocratique mobile qui se déplace à l'échelle du territoire. Et l'idée de ce projet, en fait, c'est de donc redimensionner la permanence de l'élu dans le territoire et aussi de réveiller les esprits citoyens en s'appuyant sur l'open data avec une démarche de démocratie participative. Alors l'idée de ce projet, plus concrètement, c'est donc de partir sur un véhicule événementiel que l'on viendrait augmenter. En fait, les véhicules événementiels, il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, donc avec des capacités de déploiement. Et nous avons aussi pour idée de partir d'un véhicule Lila de la région. Département, pardon. Excusez-moi.
Alors, qu'est-ce que peut accueillir ce véhicule? C'est bien sûr des outils numériques et tangibles. On est dans un espace modulable où l'on peut l'accueillir les citoyens et ainsi l'élu peut assurer sa permanence. Comment représenter l'open data dans cette démarche de service? C'est donc par l'intermédiaire des posters de data visualisation, mais c'est aussi créer une plateforme numérique qui soit accessible pendant toute la durée de la manifestation sur une application web et mobile. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est l'un des services. Oui. Oui. Je voulais compléter avec les 3 autres qui ont été imaginés, si c'est possible, pour les citer. Les 3 autres concepts, puisque là vous avez effectivement le détail d'un des concepts qui ont été développés. Je voulais quand même citer, parce qu'ils ont fait un gros boulot, les travaux des 3 autres groupes, donc Data Kingdom de Florian Aubry et Corentin Fabry, qui est un jeu en fait permettant de participer à des projets sur son territoire de façon ludique. Voilà, ludification, on va dire, de la démocratie participative. Le projet Il n'y a pas le temps de Dan Baziski et Martin Boiramé, qui est un dispositif interactif urbain permettant d'alerter les citoyens sur des projets basés sur de la data visualisation et de recueillir des données et des avis de la part des citoyens sous forme d'interpellation directe dans la rue. Et puis Data Collège de Guillaume Delannoy et Manon Lemoyle-Joubel, qui est un dispositif d'éveil à la participation des collégiens et de leurs parents. Donc là, c'est effectivement plutôt de l'éducation à des futurs citoyens, notamment en travaillant sur les données d'environnement de ces collégiens dans leur collège. Donc je voulais aussi les signaler ces projets-là et puis les remercier de ce qu'ils ont fait. Merci. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, le designer intervient dans ces démarches-là pour pallier au fait que finalement, les développeurs ou les réutilisateurs de données n'ont pas forcément beaucoup d'imagination dans leurs usages. On retrouve toujours les mêmes applications, les calculateurs d'itinéraires. Et ça sert à ça, un designer, en fait, à compenser le développeur. Je voudrais juste passer la parole. Peut-être, Monsieur Ferrandon, vous avez une réaction aussi par rapport à la vidéo. Oui, voilà, je voulais juste dire, c'est tout l'intérêt, je trouvais, du travail de Robin, Vincent et Lannes, pardon, excuse-moi. Là-dessus, c'est qu'on voit bien, on a de plus en plus de données accessibles, de données que l'on peut ouvrir potentiellement au public. On a une volonté d'aller vers le citoyen et les outils numériques peuvent largement y contribuer, mais en même temps, c'est toujours important d'imaginer que qui dit participation dit relation à l'élu et la démocratie passe par un échange physique concret. Et c'est vrai qu'allier à la fois le potentiel d'information démultiplié par les données publiques ouvertes ne peut passer qu'à un moment ou à un autre par une restitution concrète et une interface, une médiation, mais que l'élu et les personnes qui portent les politiques publiques doivent toujours être en lien direct avec le citoyen. C'est comme ça, je pense, hein, les expériences de participation citoyenne qui marchent bien le montrent, c'est comme ça que je pense qu'on peut ramener à mobiliser plus de personnes. C'est pas, on ne pourra pas se limiter effectivement à mettre, je pense, hein, mais on peut en discuter, ça peut être un débat, une masse de bases de données en ligne pour satisfaire effectivement ce besoin de médiation. Non, effectivement, je pense qu'en ce moment, les designers ont la cote dans le secteur public et dans les projets de démocratie, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut sans doute dire qu'il y avait, et il y a de façon un peu naturelle ou traditionnelle dans l'action publique, un déficit de conception. C'est mal fichu, quoi. C'est-à-dire que globalement, la machine à fabriquer des politiques publiques, la démocratie, ça marche pas bien. Et c'est vrai que dès que vous mettez des gens spécialisés dans la médiation entre le système et les usagers, ce que font les designers, ils aident pendant que, je sais pas, dans une réunion il y a un designer, pendant que vous prenez des notes, lui il fait un dessin, quoi, et il vous le montre à la fin et il vous dit c'est ça que vous imaginiez, et là il aide à produire des formes qui servent à faire des médiations. Il aide à inventer des choses qui n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'il projette. C'est-à-dire qu'il faut prendre design comme dessin aussi au sens un dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire qu'il projette quelque chose qui n'existe pas encore. Ça, c'est d'une force redoutable pour les acteurs politiques qui cherchent à se projeter, mais qui ne veulent pas prendre trop de risques. Donc, après, il faudra que les designers se méfient parce que tout d'un coup, ils pourraient penser qu'ils deviennent la pièce manquante.
Et en même temps, je pense que ce qui se joue, c'est aussi comment les designers arrivent à travailler avec les gens qui sont dans ces institutions. Parce que les designers ne sont pas forcément des gens qui connaissent très bien les institutions, donc il faut qu'ils apprennent à comprendre les institutions. Il faut qu'ils apprennent aussi à travailler avec d'autres corps de métier, les sociologues, les gens qui sont des spécialistes des usages, c'est plutôt les sociologues, les ethnologues. Donc ce qui va se jouer, à mon avis, dans l'avenir, c'est la pluridisciplinarité entre le design, enfin une vision pluridisciplinaire du design où il y aura plein de corps de métier qui aideront à concevoir des choses mieux fichues, quoi. Mais c'est clair qu'en ce moment, les designers, on la cote dans le monde entier. Sur le secteur public, on a l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Bon, ça tombe un peu mal, il n'y a plus d'argent public pour les payer. Mais on va falloir inventer des équations économiques pour y arriver, mais on voit des collectivités aujourd'hui qui recrutent des designers. Alors là aussi, ça peut être la fausse bonne idée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on... Ce qui intéresse, c'est aussi leur capacité à pirater le système, à réinterroger. Mais dès que vous les mettez dans l'institution, tout d'un coup, ils peuvent être pris dans la nasse. Et donc il faut inventer des mécanismes pour les accueillir et leur laisser jouer leur rôle. C'est ce que la Loire-Atlantique a plutôt bien réussi. C'est ce que la région Pays de la Loire essaye de faire aussi en ce moment. Il y a plein de collectivités qui essayent de s'équiper pas simplement du designer, mais de lieux où on peut un peu réinterroger la façon de faire, quoi, pour mieux associer les usagers, etc. Alors, imaginons que ça marche mieux et que la participation prenne bien. Il y a une question que je me pose et sur laquelle j'aimerais revenir avec Bastien Gerspern, c'est est-ce que les citoyens ou les Français sont prêts finalement à la participation également et à l'implication. Si on prend des exemples comme Fix My Street ou des projets qui proposent la participation des habitants, ça marche ? Alors, il y a une grande tendance qui est justement d'appliquer ces concepts anglo-saxons qui sont l'open data, l'open government, etc., à nos mécanismes français. Il y a une chose qu'on a peut-être oubliée dans l'équation, c'est que ça répond à une culture anglo-saxonne, qui n'est pas la culture française. C'est-à-dire que là-bas, ils n'ont pas la même perception de l'État-providence comme on l'a chez nous. Ils n'ont pas du tout la même culture des usages, en fait. Ils sont formés très tôt, par exemple aux États-Unis, à prendre part à la vie de la communauté, etc., dans les écoles. Ce qui fait que ça trouve un écho quasiment naturel après lorsqu'on propose des applications comme Fix My Street qui propose de faire signaler des choses cassées dans la rue. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément en France, puisqu'on estime qu'on peut payer déjà des impôts suffisamment chers pour que notre service public prenne le relais. Donc la question notamment de l'ouverture, du rendre compte, ce qu'on appelle aussi l'empowerment, qui est le fait de donner le pouvoir aux citoyens et de les mettre en capacité d'agir, ce ne sont pas forcément des concepts qui sont des concepts français à la base. Donc on a peut-être un travail d'adaptation culturelle à faire sur ces mécanismes d'usage, sur ces mécanismes d'engagement qu'on retrouve après dans les démarches design, avant de les copier-coller et espérer que ça marche, quoi. Est-ce que, avant de laisser la parole au public, j'ai pas vu des questions passer en fait. Je vais prendre une main innocente tout à l'heure pour soulever quelques questions. Est-ce que vous avez quelques éléments à rajouter avant de laisser libre cours au débat ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité aussi une expérience intéressante qui a été menée entre autres par Libertic et d'autres acteurs qui était l'opération Libre. Qui est, je pense, un exemple aussi plutôt réussi de participation citoyenne à la collecte de données. Alors évidemment, ce n'est pas forcément dans l'idée de prendre des décisions derrière, mais c'est pour montrer qu'effectivement, un certain nombre d'acteurs peuvent mobiliser une population. Alors, en l'occurrence, ça se passait à Broca dans les Landes, donc c'est un petit village, hein, je crois qu'il y a 800 habitants. Mais donc ils se sont mobilisés sur plusieurs jours pour collecter des données sur leur territoire, et enrichir finalement aussi leur patrimoine à travers cette participation. Donc je pense que voilà, il y a des exemples. Finalement, peut-être qu'il y a l'envie, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui les conditions qui effectivement permettent de déclencher finalement un ensemble d'initiatives. Alors ça peut être pour des raisons culturelles, hein, c'est ce que tu disais Bastien, mais je pense qu'il y a quand même un terreau, hein, on le voit bien aussi pour l'organisation de cartoparties, hein, ça fonctionne quand même plutôt bien. Il y a un terreau pour qu'il y ait une participation, en tout cas du public, sur ces questions-là. Oui, je pense qu'en même temps, il faut vraiment distinguer ce qui relève des applications comme Fix My Street, où on est plus dans un service public collaboratif. On va associer finalement l'usager du service public ou l'habitant à la production de données, d'éléments qui vont permettre d'améliorer le quotidien des gens. Pour autant,
quand on parle de participation citoyenne, on n'est pas tant dans la coproduction du service public, hein, comme on peut l'imaginer là, et ça peut être une vraie voie d'avenir, hein, puisqu'aujourd'hui on est plutôt aux prémices, mais on n'est pas dans la co-construction de la politique publique ou de la codécision. Et je pense que là, il y a une vraie différence qui est importante, parce que pour passer vers la vraie co-construction, il faut aussi que nous puissions, et c'est une responsabilité aussi pour les collectivités hein, qui veulent s'engager dans la participation citoyenne, à mobiliser quand même un minimum de population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de l'avis de 3, 4 personnes, puisque souvent, malheureusement, dans les exercices de participation citoyenne, ce sont souvent les mêmes qu'on rencontre, des gens qui sont déjà investis par ailleurs, et à la fin, quelle est leur légitimité pour porter l'avis de tout à chacun. Hein. Donc ça, c'est effectivement aussi un enjeu pour nous, pour vraiment donner corps à la participation et lui donner toute sa place dans la co-construction des politiques publiques. Encore faut-il qu'on attire une masse assez conséquente de population dans ce domaine-là. Et nous, ce qu'on travaille actuellement et ce que l'on voit, c'est que ça peut être sur des sujets très concrets, très pratiques, hein, que l'on peut mobiliser les personnes qui les touchent dans leur quotidien. Les grands enjeux, les grands exercices de prospective, on avait l'occasion d'en parler avec Bastien, mais on a l'habitude, c'est vrai, de travailler sur des enjeux à 2040, 2050. Bon, c'est très intéressant, mais pour autant, ça touche, finalement, ça mobilise une population assez restreinte. Alors que nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les voies du quotidien qui touchent le mode de vie des personnes pour pouvoir les mobiliser plus. Et ça, c'est vrai qu'on sent une accroche plus forte. Je vais vous donner juste un exemple, et puis j'arrête là. Nous avons mis en place un panel de personnes âgées sur le territoire de la Loire-Atlantique, puisque une des politiques publiques du département forte, c'est l'accompagnement des personnes âgées. Et on a réussi, juste pour leur mobiliser, leur parler du quotidien et les amener demain à nous apporter des propositions pour faire évoluer nos politiques publiques, on a mobilisé tout de suite 170 personnes qui, autour du territoire, participent à cette volonté. Bon, parce qu'on les a amenés à parler de leur quotidien et de la façon dont on peut les amener dont on peut, nous, interagir avec ce quotidien. Et je pense que c'est important d'avoir cette prise avec leur réel et leur quotidien pour mobiliser et donc donner du crédit à la participation citoyenne. Je voulais juste appuyer sur ce que tu as dit très justement sur comment est-ce qu'on adapte ça aussi à nos cultures et témoigner du fait que moi je me suis retrouvé quand même, enfin je suis désolé de le dire, mais d'une certaine manière quand on fait de l'open data, on fait de la politique. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvé dans des assemblées où, à l'international par exemple, où tout le monde parle en apparence de la même chose, les gens parlent d'open data, mais dans la même salle, il y a des gens qui sont plutôt des libertariens américains qui pensent que l'open data, ça va permettre de faire disparaître l'État. Et à l'autre bout de la pièce, des gens qui pensent qu'au contraire, ça va renforcer l'État, que c'est un moyen de le renouveler, etc. Je pense qu'il faut... je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle et si c'est pas un meeting politique aujourd'hui, hein, mais je pense que moi j'encourage tous ceux qui travaillent sur ces questions à penser à ces sujets en termes de sciences politiques. C'est-à-dire, ça nous produit quoi? Quelle est la vision qu'on attend de l'open data? Et ne pas penser, à mon avis, un seul instant que c'est juste quelque chose de neutre qui va améliorer la démocratie comme ça. À un moment donné, c'est des sujets politiques et derrière ces techniques, il y a des visions politiques, il y a des visions de la société qui n'ont rien à voir. Et donc, je pense qu'il faut être explicite sur qu'est-ce qu'on en attend, à quoi ça sert. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à les mettre en œuvre, au passage. Hein. Si on sait ce qu'on veut on en attend, bah, ça aidera à ce que ça réussisse. Mais il faut, voilà, on peut pas travailler sur des projets comme ça sans avoir un point de vue politique ou à se construire un point de vue politique sur ces sujets. Et d'un pays à un autre, d'une collectivité à une autre, il y a des visions très différentes. Pour reprendre une question sur Twitter, est-ce que justement il n'y a pas un manque de volonté ou de compréhension du sujet par les élus pour avancer sur ces sujets-là et pour donner plus de place? Moi, je suis partagé sur ces questions. Très franchement, je travaille avec des élus et des fois les élus ont envie de dire il faudrait peut-être aussi que les gens qui travaillent sur ces sujets s'intéressent à la réalité du travail des élus, etc. Enfin, je veux dire, par moment, c'est très vrai. Je veux dire, il y a probablement que les élus ne s'intéressent pas assez. Quoique maintenant, on commence à avoir des jeunes générations qui arrivent aux commandes. Donc arrêtons de tirer tout le temps sur les élus et peut-être essayons de faire l'inverse, c'est-à-dire là d'où on est, quand on prétend travailler avec l'acteur public, de mieux comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses propres contraintes. Mais c'est vrai que le message, c'est vrai dans une certaine mesure, mais on n'avancera pas si on continue à taper sur les élus en disant qu'est-ce qu'ils sont nuls sur Internet, etc. Peut-être aussi qu'il faut qu'on se mette à leur place
et devenez élu pour voir ce que ça fait, quoi. Et vous verrez bien que c'est pas si simple. Et puis vous serez aussi surpris qu'en fait il y a la même population que dans la population normale. Il y a des mais encore une fois, la jeune génération qui arrive, elle est connectée. Enfin, nous, on connaît à peu près les exécutifs des régions françaises. C'est des élus de 35 ans. Bon, il y a toujours des gens qui sont un peu dépassés ou qui parlent des technos comme des slogans sans vraiment comprendre comment ça marche en vrai. Ça, c'est vrai. Mais peut-être que si on veut avancer, maintenant, il faut peut-être aussi qu'on fasse l'effort inverse, en fait, et qu'on accepte de voir que peut-être qu'il faut comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Pour reprendre une autre question en ligne, est-ce que le manque de développement de la démocratie ouverte ne tiendrait pas au fait qu'il y ait peu de possibilités de monétisation et donc de création de services sur ces questions-là? Alors ça, c'est vraiment le problème quasiment numéro 1 lorsqu'on veut se lancer dans une innovation démocratique, c'est la question de l'argent. Vous ne pouvez pas monter votre start-up d'innovation démocratique comme vous montez une start-up dans le numérique classique. C'est impossible. Si vous faites ça, vous vous plantez, vous allez droit dans le mur. Il ne faut pas traiter vos usagers comme, on va dire, des usagers d'un service classique, parce que ce que vous rendez, d'une certaine manière, c'est un service public. Et la personne n'est pas habituée à payer directement pour un service public. Donc il faut trouver on va dire, des modèles économiques détournés d'une certaine manière pour faire accepter ces gens de payer pour le service que vous leur rendez, sans pour autant qu'ils aient l'impression que, en fait, ils payent 2 fois pour la même chose, une fois à l'État et une fois à vous. Et un autre problème qui existe, c'est également comment vous trouvez votre argent à la base. C'est-à-dire que les financements publics, vous les recevez, mais il y a toujours un agenda politique, mine de rien, qui est à l'œuvre. Donc, à quel moment vous êtes influencé, ou du moins, vous pouvez passer pour être influencé par l'argent public que vous recevez, ou l'argent privé. Hein. Google finance aussi des initiatives de démocratie numérique. À quel moment il y a un jeu d'influence? À quel moment vous êtes soumis à ces gens-là et que vos usages, votre proposition, même en tant que designer, va être influencé justement par la main des investisseurs. C'est moins gênant dans une start-up classique parce que bon, vous répondez aussi un peu à un cahier des charges que vous pouvez discuter avec vos investisseurs. Pour la démocratie, les consensus sont plus durs à faire parce que d'une certaine manière, vous allez, on va dire, conditionner le comportement de certains citoyens si vous faites des consensus pour faire plaisir à vos investisseurs. Et là, on a un début de casse-tête assez marrant à essayer de résoudre. Enfin, marrant, pas toujours. Merci beaucoup. Je vous propose pour les 5 dernières minutes de laisser la parole. J'ai repris 2 questions en ligne que j'ai trouvées. Il y en avait peut-être d'autres qui sont passées entre mes filets. Oui. Est-ce qu'on a un micro? Merci. Bonjour. Je fais bien le distinguo entre la démocratie participative de terrain, je dirais physique, où effectivement il y a un investissement du citoyen dans les tâches liées notamment à l'État-providence en France, et puis la démocratie participative en termes de décisionnel. Et là, on voit qu'il y a effectivement des initiatives au niveau local qui apparaissent avec des consultations, bien que ces consultations soient aussi limitatives dans leur effet direct de l'implication du citoyen et de l'influence sur la décision finale. Mais, et puis on a parlé du désintérêt, du manque d'intérêt des citoyens. Il me semble que ce manque d'intérêt est lié à un manque d'écoute. On a l'impression qu'on est plutôt à faune alors qu'on est en train de hurler. Et pour autant, j'ai la sensation qu'on a des outils qui sont tout à fait adéquats, tout à fait pertinents pour avoir voilà, une information du citoyen, une écoute du citoyen à l'échelle peut-être plus importante que locale sur des décisions ou tout du moins sur des sujets qui sont au cœur de l'intérêt de chacun et que chacun partage, mais qu'on a là une friction en fait entre le pouvoir décisionnel, nos politiques représentatifs, et puis la volonté du peuple de non seulement s'informer, ce qui est très possible aujourd'hui avec Internet, mais aussi d'être écouté, ce qui est tout à fait possible, mais qui ne semble pas être mis en œuvre. Et d'ailleurs, en termes de design, quand vous parliez de la difficulté de faire la jonction entre le financement et puis la volonté d'avoir un outil qui soit utile aux citoyens, ça prouve bien là qu'on a un conflit entre le décisionnel et qui paye et puis le citoyen. Il me semble que c'est beaucoup une friction voilà, de la part du gouvernement. Pardon pour la longueur. Alors, pour travailler sur plusieurs initiatives de concertation et de débat public en utilisant notamment le numérique, il faut aussi, en tant que designer ou concepteur de services pour la démocratie, il faut faire le deuil, j'allais dire, de la participation parfaite.
C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on récupère ne sont pas exploitables en tant que telles. C'est-à-dire que les gens s'expriment, mais on n'a pas forcément moyen de tourner ça en matière contributive. Ce qui fait qu'il y a peut-être une défiance de la part des élus ou des institutions représentatives vis-à-vis du fait de prendre en compte cette masse. Parce que ce n'est pas les cahiers très bien construits qu'ils peuvent recevoir de la part d'un expert. C'est une parole populaire qui a parfois besoin d'être reformulée pour qu'elle soit exploitable, pour qu'elle soit comprise. Et c'est à mon avis là aussi, il y a un travail pour le citoyen, c'est sur cette expression, comment on la capte, comment on la transmet. Juste un exemple très très rapidement qui n'avait pas forcément de lien avec le numérique, mais qui pourrait très bien se retrouver retransposé là-dessus. Lors du débat qu'il y a eu sur le parc des éoliennes au large de Saint-Nazaire, moi je suis intervenu sur ce dispositif et on demandait aux gens d'écrire leur avis, pour qu'ils donnent leur avis, est-ce qu'on doit faire un parc ou non. Et il s'est avéré qu'une large frange de la population ne veut pas écrire, parce qu'elle ne sait pas écrire, analphabète, parce qu'elle a peur d'écrire, parce que son écriture n'est pas belle, parce qu'elle a peur de faire des fautes, parce qu'elle n'est pas capable de formuler une pensée par écrit. Et pourtant, ça semble être le niveau zéro de la participation, écrire sur un bout de papier. Et pour autant, ça pose un problème. Donc comment on vient capter cette parole et comment nous aussi, en tant que designers, on est capable de créer des modes d'interaction qui vont venir grappiller ces imaginaires pour la prospective ou ces opinions volantes et flottantes, un peu façon café du commerce, et qu'on est capable de le raffiner, de le transformer sans pour autant en perdre le sens, et le transmettre après à l'élu pour que lui puisse prendre et bâtir ses décisions là-dessus. Et pas sur juste, des bribes volantes qui manquent peut-être un peu de contenu souvent. On va être très rapidement, Stéphane. Et après, on va essayer de prendre des questions qui tiennent en un tweet et des réponses en un tweet. Effectivement, peut-être le conseil qu'on peut donner aux concepteurs, aux éditeurs d'outils, c'est de prendre au sérieux que peut-être on pourrait prendre la démocratie comme une des spécifications techniques en fait, à prendre en compte. C'est-à-dire, moi, je me suis retrouvé souvent dans ces situations où en fait, quand on travaille avec une collectivité, les gens... C'est une vraie différence entre répondre à un besoin individuel qu'ont les gens dans leur institution et puis là par exemple un truc concret c'est le fait que quand on nous a dans cette région Nord-Pas-de-Calais où on a travaillé avec les élus, nous on avait annoncé clairement qu'on n'allait pas travailler pour le bien-être individuel des élus, améliorer leur confort personnel avec leur smartphone, etc. Nous, les applications qu'on voulait inventer étaient des applications qui allaient créer plus de coopération en interne, plus de dialogue entre les élus, ils ne se parlent pas, ça c'est un problème démocratique quand même, plus de coopération entre les élus et les services. Donc on peut, quand on crée des outils, effectivement, par exemple, il y a un vrai problème dans les outils non démocratiques parce qu'en fait, ils visent qu'une élite. Moi, je me suis retrouvé à bosser sur des projets d'administration électronique qui étaient de toute évidence faits pour 5% de la population qui saurait s'en servir. Donc, quand on crée des outils, peut-être intégrer, on n'est pas obligé qu'intégrer la question de l'efficacité, d'améliorer l'expérience utilisateur, on peut peut-être aussi intégrer le critère démocratique. Est-ce que ce qu'on crée va créer plus de démocratie, va faire qu'il y aura plus d'usagers, va faire qu'il y aura plus de coopération, va faire qu'on ne sera pas que dans une écoute, mais dans une prise en compte de l'écoute. Je pense que ça se travaille en tant que spécification fonctionnelle dans un cahier des charges, par exemple. Merci. Alors, on va essayer de prendre les deux questions. Il y a deux questions, il y en a plus ? Alors, les deux questions, très rapidement, on a commencé un petit peu en retard. On a encore 5 minutes. Ça va ? 2 ? Ouais, 5 minutes ? On est en train de sauver la démocratie française. Bon, on va faire très rapidement. Bonjour, je m'appelle Jérémy Collot, je suis le créateur du ProfLab. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ma question va tourner autour de la relation entre la coopération et la pédagogie de la coopération. Moi, d'après ce que je comprends, et ce que j'avais déjà compris avant de venir, c'est qu'il y a des outils, il y a des open data, il y a des événements qu'on a du mal à pérenniser de coopération. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que vous proposez, enfin, quel rapport vous donnez, enfin, quelle importance vous donnez à l'école. Parce que voilà, les politiques ne savent pas coopérer. Les gens ont les moyens, mais ils ne savent pas coopérer. Est-ce qu'il n'y a pas une question en amont ? Comment l'école, c'est ce que moi j'essaie de faire à travers le ProfLab, mais comment l'école, selon vous, peut justement introduire des habitus en fait de coopération ? Parce que c'est ça le problème. C'est pas des outils, c'est des habitus. Donc voilà, c'est ça ma question. Et on va prendre la seconde question en même temps, comme ça on pourra répondre. Bonjour, je voulais savoir si les dispositifs de démocratie en ligne sont efficaces contre ceux qui minent la démocratie, notamment le lobbying.
Sur la première question, nous, on a des discussions avec l'ENA, par exemple. Donc l'ENA, il est clair qu'il faut changer un habitus qui est celui dans lequel à l'ENA, on réussit à l'ENA parce qu'on sort premier, à un autre habitus qui serait on réussit à l'ENA parce qu'on travaille en équipe et on coopère. Donc là, vraiment, je pense que dans l'école en général, je ne sais pas répondre, mais dans les écoles d'administration, oui, il faut leur faire passer d'une logique d'hyper-compétition. C'est là qu'elle se construit la concurrence un peu inutile, artificielle, qui vont nous faire vivre après. C'est comment on les fait passer à une logique de coopération. Et là, effectivement, c'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de culture, quoi, changer ses cultures. Mais là, il y a plusieurs présidents et premiers ministres qui s'y sont cassés les dents. Hein. C'est pour vous dire aussi que ces gens-là en sont conscients. C'est-à-dire qu'il y a des présidents qui ont échoué à faire changer le classement à l'ENA, à faire passer à la coopération. Donc si eux n'y arrivent pas, on se dit, mais comment on va y arriver, quoi? Sur la deuxième question, qui est une question importante, hein, qui est une des limites de toute participation, c'est comment éviter de tomber dans le piège des lobbies, des oppositions un peu stériles à des choses. C'est vrai que, moi j'ai envie de dire, l'enjeu, il est justement d'élargir au maximum la capacité de la population de se saisir de ces questions, puisque plus on aura des personnes mobilisées sur ce sujet-là, plus on évitera de tomber simplement sur les opposants ou les partisans d'une question. Donc ça, c'est la question fondamentale qui est autour de la participation citoyenne, qui peut... et c'est tout le travail qu'on a engagé avec l'école de design et Jean-Philippe, c'est qui peut passer effectivement par une nouvelle mobilisation des outils intelligents, mais qui à un moment doit aussi réinterroger l'élu. Hein, et je rebondis sur la question que vous aviez posée sur la question de la consultation. Il faut dépasser la consultation, il faut aussi, avant d'aller vers la population, bien définir ce que l'on met en discussion. Parce qu'à un moment ou à un autre, effectivement, sinon on risque d'avoir une vraie lassitude des gens et une opposition de plus en plus forte à ces mécanismes en disant de toute façon vous venez nous présenter des choses mais on n'a pas la parole. Et pour avoir la parole, il faut aussi encore que l'élu accepte à un moment ou à un autre de mettre à la discussion et éventuellement au débat des décisions. Et alors après, le niveau de décision à débattre peut être défini en amont, mais il faut qu'il soit clair dès le début. Quand on va vers une population, il ne s'agit pas simplement de dire voilà ce qu'on va faire. C'est voilà, éventuellement, nous avons deux options. Nous vous présentons les avantages et les inconvénients des unes des autres. Après, aidez-nous à prendre la bonne décision. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour stopper le niveau de stress de Magali qui attend derrière. Très bien. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Je vous propose de passer à de la démocratie directe pour ceux qui veulent poser plus de questions. On sera à la sortie dans à peu près 40 secondes. Merci beaucoup. Merci.